Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, au sujet du chèque énergie. Alors que vous avez annoncé en février dernier une nouvelle hausse de 10% du tarif de l'électricité, il apparaît que près de 1 million de foyers modestes risquent d'être privés du chèque énergie. Le chèque énergie, rappelons-le, avait été construit à l'origine en corrélation avec la taxe d'habitation pour une attribution automatique. Votre suppression de cette taxe a privé l'administration fiscale des informations utiles pour identifier les nouveaux bénéficiaires. Quand bien même cette suppression était prévue depuis 4 ans, rien n'a été anticipé par votre gouvernement. Or, vous êtes en poste depuis 7 ans, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez parlé récemment de problèmes techniques. Nous parlons d'une grave négligence et d'un manque d'anticipation qui pourrait priver 1 million de nos concitoyens du chèque énergie sur les 5,6 millions de Français qui devront recevoir cette aide cette année. Face à cette incurie, vous annoncez une solution de réclamation sur Internet qui ne ferait aucun perdant. Mais en privant l'attribution du chèque énergie de son caractère automatique, vous dénaturez son essence même et vous favorisez le non-recours. Alors que nous savons que le non-recours pour d'autres prestations sociales dépasse les 30%, nous nous interrogeons pour savoir si ce n'est pas encore un moyen pour faire des économies sur le dos des ménages les plus modestes. L'absence d'augmentation du montant du chèque énergie depuis 2019, malgré la flambée des prix de l'énergie, ne vous suffit pas. Je rappelle d'ailleurs que le chèque énergie ne compensera même pas l'augmentation de cette année. Vous semblez maintenant vous attaquer aux bénéficiaires même de cette prestation sociale nécessaire. Monsieur le ministre, ma question est simple. Qu'attendez-vous pour corriger cette grave négligence et aider réellement les ménages modestes en permettant une attribution pleinement automatique du chèque énergie et en augmentant son montant? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Lesseuil, je dois avouer que votre question ne manque pas de sel. Non mais d'abord, le chèque énergie, vous le connaissez, c'est un chèque qui permet de verser sous conditions de ressources une aide à nos concitoyens qui font face à des factures énergétiques importantes, pour lesquelles nous avons protégé la hausse pendant 3 ans à l'aide de mesures que vous n'avez pas votées. Il était effectivement jusqu'à présent attaché à la taxe d'habitation que nous avons supprimé, une taxe injuste, inéquitable et inefficace dont vous n'avez pas voté la suppression. Et maintenant, vous nous reprochez qu'une partie, je vais y revenir, une partie de nos concitoyens n'auront pas nécessairement cette année automatiquement le chèque énergie, mais ils l'auront évidemment, auquel ils ont droit. Vous parliez de 5,6 millions de nos concitoyens qui ne toucheront pas le chèque énergie. Il y avait 5,6 millions de concitoyens qui ont touché le chèque énergie l'année dernière. Chacun d'entre eux le touchera cette année. Le versement est automatique. Il s'étalera, vous le savez, entre 48 et 277 €. Sera envoyé entre le 1er avril et le 23 et concernera tous les foyers qui l'ont reçu l'année dernière. Tous. Par ailleurs, un certain nombre d'entre eux, effectivement, du fait de la suppression de la taxe d'habitation, que je rappelle, vous n'avez pas voté, ne le recevront pas de manière automatique. Ils peuvent le faire la demande, oui, sur un site internet et aussi en se rendant dans les maisons France Service que nous avons créées, qui sont présentes dans tous les cantons et qui permettent d'accompagner nos concitoyens qui font face à l'électronisme. Monsieur Le Seul, vous devriez vous satisfaire de tout ça. On va augmenter le nombre de récipiendaires, on va accompagner les foyers modestes face à la hausse des tarifs de l'électricité. On a supprimé des impôts inefficaces, iniques et injustes, et vous arrivez encore à vous plaindre. Je le regrette, nous aidons les Français, vous vous plaignez. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, votre ministre chargé de la fonction publique a lancé hier une concertation sur la réforme de la fonction publique. Les 8 syndicats représentatifs de la fonction publique ne sont pas particulièrement demandeurs d'une telle réforme qu'ils jugent dogmatique et éloignée des préoccupations des agents publics. Loin de laisser toute place à l'écoute des syndicats et à une véritable concertation, le ministre a court-circuité ce travail en déclarant d'emblée, dans la presse, vouloir lever le tabou sur le licenciement des fonctionnaires. Cette façon de faire
Déjà utilisé dans la précédente réforme que les syndicats continuent à dénoncer, s'est pourtant montré très inefficace. Quelle méconnaissance des raisons profondes du statut de la fonction publique. La garantie d'emploi n'est que la juste contrepartie de salaires plus modestes. Elle permet d'éviter la concurrence salariale avec le privé, de conserver des compétences. Elle permet aussi de garantir la loyauté des agents publics, de prévenir les tentations de corruption, la pérennité du service public et l'idéal républicain. Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce que la concertation va être l'occasion d'une véritable négociation sur les conditions d'exercice et de rémunération des missions des fonctionnaires, qu'ils soient territoriaux, hospitaliers ou agents de l'État, ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle mascarade pour dégrader encore davantage les services publics, comme vous dégradez notre modèle social en vous acharnant contre les demandeurs d'emploi? Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain David. Je parlais à l'instant en réponse aux députés jumelles de notre attachement pour nos services publics, pour nos agents publics et pour les fonctionnaires. Et évidemment, dans cet objectif-là, nous voulons continuer à accompagner notre fonction publique, à la faire évoluer là où c'est nécessaire. J'ai eu l'occasion de le dire dans ma déclaration de politique générale. Je l'ai annoncé devant la représentation nationale dès ma déclaration de politique générale. Nous souhaitons effectivement une réforme dont le cœur sera de mieux tenir compte du travail, du mérite dans la rémunération et l'avancement de nos fonctionnaires. Je vais vous citer deux objectifs. Promouvoir les agents d'une valeur éprouvée, ayant le goût de l'initiative et le sens des responsabilités, d'une part. Attribuer une prime aux agents qui ont accompli une tâche particulière, d'autre part. Est-ce que vous êtes en désaccord avec ces deux objectifs? Bon, je ne sais pas si vous êtes en désaccord ou pas. En tout cas, ces deux objectifs, mot pour mot, c'est pas moi qui les exprime, c'est Maurice Thorez en 1946 à propos du statut de la fonction publique. Donc parler de mérite, parler de soutien aux responsabilités des agents publics, ça n'est évidemment pas faire insulte à la fonction publique. Au contraire, c'est reconnaître le travail, la créativité, le talent et la grande responsabilité de nos agents publics dont nous devons tenir compte sans cesse. Quand j'ai annoncé cette réforme à venir, j'ai bien dit qu'elle serait présentée après l'été. Fin de l'été ou début de l'automne. Précisément, monsieur le député, pour laisser tout le temps à la concertation. Et c'est ça qui a été lancé aujourd'hui par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Une concertation qui va durer de longs mois avec les organisations syndicales sur ce sujet de la fonction publique. Donc moi, je le dis ici, j'appelle chacun à se mettre autour de la table, à travailler, à tout mettre sur la table, dans un esprit constructif qui est en tout cas celui du gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Allez-y, Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, après votre réponse, j'ai qu'une chose à vous dire. Arrêtez la casse de notre modèle social et de notre modèle républicain. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Elle porte sur le scandale des eaux minérales Nestlé. Monsieur le ministre, j'ai, en vous posant la question, une pénible impression de déjà-vu. Le 7 février dernier, mon collègue Hervé Gillet, ma collègue Élisabeth Doineau questionnaient le gouvernement sur les pratiques illégales des fabricants et des industriels du secteur de l'eau minérale. Bruno Le Maire leur répondait en leur disant que c'est un scandale qui concerne une tromperie commerciale, que l'autorité judiciaire en était saisie et que le gouvernement s'en donnait quitus et qu'il n'avait rien à ajouter sur le sujet. Ce qui s'est passé depuis, monsieur le ministre, c'est que nous avons constaté qu'il y a du nouveau et qu'il y a du nouveau d'un point de vue sanitaire. Lorsqu'on regarde ce qu'a révélé le journal Le Monde, lorsqu'on regarde ce qui a été révélé par France Info, nous nous apercevons que vous avez, depuis octobre 2023, une étude de l'ANSES qui met gravement en cause l'industriel Nestlé. Une étude qui dit que la qualité sanitaire des produits et des eaux minérales Nestlé n'est pas garantie. Une étude qui dit qu'il a été retrouvé de la matière fécale dans des prélèvements qui ont été effectués. Monsieur le ministre, ce n'est pas qu'une question pour l'autorité judiciaire. Nous sommes au cœur des prérogatives de l'État sanitaire. Nous sommes au cœur des prérogatives du gouvernement. Alors moi, j'ai 3 questions qui sont très simples. Est-ce que l'étude va être publiée pour que nous puissions objectiver les choses?
Pouvez-vous nous dire pourquoi, le 7 février, vous n'avez pas évoqué cette étude devant la représentation nationale? Et plus encore, pouvez-vous nous dire si cette étude qui préconise un plan de vigilance renforcé va être ou a été mise en œuvre? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de la santé et de la prévention, Monsieur Frédéric Valletoux. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alexandre Ouzille. Il faut dire une chose de manière très claire, c'est que l'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Les agences régionales de la santé assurent chaque jour des dizaines et des dizaines de contrôles sanitaires sur l'ensemble du territoire. Votre question fait référence à la conformité sanitaire des eaux en bouteille produites par le groupe Nestlé Waters. Et des révélations récentes ont mis en évidence que cette société aurait eu recours à des traitements de l'eau interdits par la réglementation. Une enquête préliminaire pour tromperie a été ouverte à l'encontre de cette entreprise par le parquet d'Épinal et évidemment, je ne commenterai pas ici une affaire judiciaire en cours. Toutefois, je veux redire que les contrôles sanitaires réalisés par les ARS sur les 2 sites qui auraient utilisé des traitements interdits ont toujours témoigné de la conformité sanitaire de l'eau embouteillée. Je tiens donc à rassurer nos concitoyens, les eaux mises en vente respectaient et respectent les normes sanitaires. La question est seulement de savoir si elles respectent les normes applicables aux eaux de source ou aux eaux minérales, mais ça j'ai dit que la justice était saisie. En complément de ces contrôles sanitaires, les ARS Grand Est et Occitanie, puisqu'il s'agit de ces 2 territoires, ont demandé la mise en place d'un plan de surveillance renforcé des sites concernés. À cet effet, une note d'appui scientifique et technique a été produite par l'ANSES afin d'aider les ARS à déterminer les paramètres et les conditions de cette surveillance renforcée de la sécurité sanitaire des filières d'eau conditionnées. Ce plan de surveillance renforcé est bien actuellement mis en œuvre à la demande des ARS et ça sur les 2 sites. L'ANSES a par ailleurs rappelé que certaines sources sont sujettes à des contaminations saisonnières du fait notamment des intempéries. Il y a donc nécessité de contrôler régulièrement de l'eau, il y a donc nécessité de contrôle régulier de l'eau, par les ARS pour suspendre la commercialisation de manière temporaire lorsqu'une contamination temporaire est constatée et c'est ce que font les ARS. Je veux le redire ici aux Français, la sécurité sanitaire est une priorité absolue et le gouvernement est intransigeant sur ce point. Quant au 7 février, ayant été nommé le 8 février, je n'ai pas pu vous répondre. Monsieur Ouzille. Bon, ça fait 3-0, ça fait 3 questions et 0 réponse, Monsieur le Ministre. Et on a quand même un petit sujet avec les faux fuyants et les fous semblants. Vous avez été nommé le 8 février, mais il y avait un gouvernement dans le pays à ce moment-là. Donc nous voulons la vérité jusqu'au bout et nous avons prévu de proposer au Sénat une commission d'enquête pour aller jusqu'au bout de ce qui s'est passé sur les questions d'eau minérale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, le 26 mars dernier, une révision de la politique agricole commune a été validée par les ministres européens de l'Agriculture. Une nouvelle fois, les ennemis de la PAC ont rapidement été identifiés, la conditionnalité et les mesures environnementales qui étaient pourtant déjà particulièrement timides. Ce détricotage environnemental, pour lequel la France a œuvré vaillamment, oublie pourtant 2 constats majeurs. Les agriculteurs sont et seront les premières victimes du dérèglement climatique. Il n'y a qu'à constater les risques pesant sur les régions viticoles pour s'en apercevoir. Et la deuxième, la principale demande des agriculteurs est d'avoir un revenu convenable à la hauteur de leur travail. À la place de ce terrible retour en arrière, la France devrait porter une révision de cette PAC qui est à bout de souffle. Elle ne protège ni les agriculteurs ni les consommateurs contre la forte volatilité des prix. Elle n'est pas assez incitative pour lancer l'indispensable transition agroécologique. Monsieur le ministre, il est essentiel de revoir le logiciel de la PAC, en commençant par le système des aides. Sortons des aides à l'hectare et au volume pour passer à un système basé sur l'actif agricole. Fixons un plafonnement pour assurer une meilleure répartition entre les agriculteurs, comme le fait déjà l'Espagne. Mettons en place un système d'aide contracyclique plafonné, permettant de dégager des moyens pour soutenir les filières en crise. Et surtout, renforçons les mesures permettant la transition agroécologique avec des critères ambitieux et une valorisation des services environnementaux rendus par les paysans. Alors que le Conseil d'État a sévèrement commenté votre projet de loi d'orientation agricole et que le Conseil constitutionnel va devoir se prononcer sur la sincérité de votre étude d'impact, il est peut-être temps, Monsieur le ministre, de changer de méthode. La France va devoir adapter son plan stratégique national pour permettre cette révision, contrairement à ce que nous a dit ici dans cet hémicycle Madame la ministre Pannier-Runacher à la fin du mois de février.
Comptez-vous, monsieur le ministre, profiter de cette occasion pour inclure des mesures qui permettront vraiment de remettre du revenu dans les fermes? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Tissot, je vous ai perdu du regard. Ça y est, je vous ai retrouvé. Merci de votre question qui va me permettre de dire plusieurs choses sur cette question d'abord de la PAC. D'abord, vous signalez que la PAC est dans sa première année d'exécution puisqu'elle a été mise en place en 2023 et je déconseille de changer les règles de la PAC en cours de route et de procéder à la grande réorientation que vous souhaitez parce que les agriculteurs ont besoin de stabilité. En revanche, ils avaient besoin de simplification. C'est tout le sens des mesures qui ont été prises, qui ont été initiées par la France et dont je dois dire que je les assume. Alors, je les assume pas tout seul puisque 26 pays sur 27, dans leur diversité et leur pluralisme, approuvaient ces mesures. C'est dire s'il y avait un grand besoin de simplification et qu'il y a un peu de pragmatisme dans la PAC. On n'en a pas rabattu sur les objectifs environnementaux. Vous prenez le sujet des jachères, on maintient la capacité à faire de la rotation des cultures, des infrastructures agroécologiques, de faire des cultures capteuses de nitrates et donc on doit travailler. Les agriculteurs ont besoin d'être accompagnés dans les transitions parce que vous avez raison, les transitions et les défis des transitions qui sont devant nous sont immenses. Premier sujet. Deuxième sujet, conformément à ce qu'avait dit le Premier ministre et le Président de la République, nous avons inclus au niveau européen un débat sur la question de la rémunération. La rémunération, elle doit être faite au niveau national, mais la Commission européenne s'est engagée à travailler sur ce qu'on appellerait un égalime européen, à la fois sur le volet de la rémunération, ça évitera les distorsions entre nous. Et puis deux aussi sur la commande publique. On a besoin par la commande publique de pouvoir soutenir les produits sous signe de qualité, bio ou sous autres signes de qualité. Troisième élément, et là vous avez raison, on a besoin de préparer la PAC de 2027. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer? C'est de préparer l'agriculture aux chocs qu'on a devant nous, les chocs climatiques, les chocs géopolitiques, les chocs économiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va falloir qu'on mène une réflexion pour regarder quels sont les meilleurs outils. Pour l'instant, on fait en sorte de déployer la PAC dans des conditions qui permettent aux agriculteurs de faire face aux défis qui sont les leurs. Pour 2027, on aura largement le temps d'en reparler. Et par ailleurs, pour ce qui est de la loi d'orientation, il y a un certain nombre de dispositions, mais nous aurons l'occasion d'en parler, qui tiennent compte de la question de la transition. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Je vous cite, « La justice, c'est sanctionner les agents qui ne font pas suffisamment leur travail. » Vous n'avez cessé de vous en prendre à notre système social. La réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Aujourd'hui encore, vous avez exprimé un mépris certain envers le cœur de notre service public, les fonctionnaires. Vous ne répondez pas à leur demande de réelle négociation avec les partenaires sociaux et vous proposez qu'une simple concertation où tout le monde connaît par avance le résultat. C'est la fameuse verticalité. Vos propositions, elles vont souvent à l'encontre des souhaits des agents. Vous mettez l'accent sur l'individualisation des rémunérations et l'accentuation sur leur part aléatoire. L'attractivité de l'emploi public, c'est l'emploi à vie qui permet d'éviter la concurrence salariale avec le privé et de limiter la corruption. Votre réforme ne répond pas aux préoccupations majeures, comme l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ou l'augmentation des salaires. Alors qu'un grand nombre de nos territoires souffrent de l'absence de services publics, une absence qui contribue à la montée aujourd'hui de l'extrême droite dans notre pays. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Jusqu'où comptez allez-vous? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transformation de la Fonction publique. Monsieur Guérini, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Roiron. Pour vous répondre, je veux d'abord commencer par saluer les agents publics de notre pays, ceux qui, dans nos écoles, dans nos commissariats, dans nos hôpitaux, dans nos collectivités territoriales, servent nos concitoyens et font vivre le service public qui appartient à tous les Français. Alors comme eux, Monsieur le sénateur, je suis attaché au statut et aux fondamentaux du statut de la fonction publique, qui est un ensemble de droits et de devoirs. De droits, l'égalité d'accès aux emplois, la protection contre l'arbitraire, de devoirs aussi, la probité, la neutralité, le sens du service au public et l'adaptabilité, Monsieur le sénateur, de notre fonction publique et de nos services publics. Mais est-ce que le statut, c'est le statu quo? Je ne pense pas. Est-ce que tout va bien, comme vous semblez le penser, dans la fonction publique? Est-ce que l'on peut tout expliquer? Bien, je ne crois pas. Est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui, et je le dis devant des sénatrices et des sénateurs qui chaque jour sont en contact avec les employeurs territoriaux, est-ce qu'on peut expliquer un certain nombre de rigidités aujourd'hui? Est-ce qu'on peut expliquer à un maire
qui ne peut pas titulariser un apprenti alors que ça fait 2 ans qu'il est dans sa collectivité? Est-ce qu'on peut expliquer à nos employeurs territoriaux qui ne peuvent même pas promouvoir leurs propres agents méritants parce qu'il y a des règles qui se fixent au niveau national pour les quotas de promotion? Est-ce qu'on peut expliquer à un employeur territorial, local, que parfois sur 100 agents publics, il y en a un qui ne fait pas son travail et qu'on ne peut pas le sanctionner? Est-ce que ça n'est pas décalé que de considérer que ça n'est pas décourageant pour les 99 autres qui, eux, font leur travail? Eh bien, vous voyez, monsieur le sénateur, c'est ce sujet-là que j'ai placé au cœur de la concertation que j'ai ouverte avec les organisations syndicales et aussi, je le dis, avec l'ensemble des employeurs publics de notre pays. J'ai ouvert cette concertation sur un projet de réforme qui doit être un rendez-vous important pour la fonction publique, de même que j'ai ouvert des négociations sur les enjeux salariaux, sur les enjeux des conditions de travail. C'est comme cela que nous relèverons le défi de l'attractivité et de l'efficacité de la fonction publique. Monsieur Roiron. Monsieur le ministre, selon le Premier ministre, quand tu casses, tu répares. Or, depuis 2017, vous avez beaucoup cassé. Le système social, le système de soins, l'assurance maladie et maintenant la fonction publique. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Appliquez à vous-même vos propres méthodes.